Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Danny, merci. Oui, le plaisir est pour moi. Professeur Sachs, commençons. Alors, comme vous l'avez probablement remarqué, les États-Unis sont au bord de la guerre avec l'Iran. Maintenant, vous savez, Donald Trump a eu des mots choisis même au milieu des négociations en cours. Je veux juste faire écouter ce qu'il a dit à propos de sa vision des négociations et de la promesse de l'Iran d'une guerre totale si les États-Unis attaquent. Quand ils disent ça, bien sûr, vous savez, ils le disent, mais nous avons les plus grands et puissants navires du monde là-bas, très proches, à quelques jours, et, espérons-le, nous conclurons un accord. Si nous ne parvenons pas à un accord, nous découvrirons alors s'il avait raison ou non. Donc, plus de menaces, professeur Sachs, de la part de Donald Trump, même en plein milieu de négociations. Et maintenant, Israël s'implique, et je sais que vous avez beaucoup d'opinions à ce sujet. Avant les pourparlers, Israël fixe des lignes rouges. Oh, en fait, c'est parti. Ça n'arrête jamais d'arriver. C'est parti. Avant les pourparlers, Israël a fixé des lignes rouges pour l'envoyé de Trump, Steve Witkoff, disant essentiellement que les États-Unis ne doivent pas mettre de côté la question des missiles pour l'Iran, les soi-disant proxys. Donc, professeur Sachs, quelle est votre réaction à cela? Sommes-nous au bord d'une? Et cette guerre est-elle inévitable? Et comment voyez-vous cette situation dans son ensemble? Eh bien, aucune guerre n'est inévitable tant qu'elle n'a pas lieu. Mais cette guerre est probable. Elle est soutenue par Israël et Israël dirige la politique étrangère américaine au Moyen-Orient. Et donc, c'est intéressant, Witkoff allant voir Netanyahou avant de rencontrer les Iraniens, c'est presque comme prendre des ordres de Netanyahou. C'est malheureusement ainsi que fonctionne la politique américaine. Netanyahou veut une guerre totale des États-Unis contre l'Iran depuis 30 ans. Et je veux dire littéralement 30 ans. C'est à ce moment-là que Netanyahou est arrivé au pouvoir pour la première fois. Il est arrivé au pouvoir avec un groupe de conseillers politiques américano-israéliens des deux pays qui ont proposé quelque chose appelé la politique de rupture nette pour le Moyen-Orient. Et l'idée de la rupture nette est qu'Israël devrait dominer le Moyen-Orient. Il devrait y avoir un Israël plus grand, ce qui signifie qu'Israël contrôle tout ce qui était la Palestine sous les Britanniques, non seulement les frontières israéliennes du 4 juin 1967, mais aussi la Cisjordanie, Gaza, etc. Et pour imposer le grand Israël, Israël et les États-Unis devraient faire la guerre à tout pays qui s'y oppose. Et puisque presque tout le monde dans la région s'y oppose, cela a signifié la guerre contre presque tout le monde au Moyen-Orient. Il y avait une liste célèbre de 7 pays ciblés pour la guerre après le 11 septembre, qui était une liste américano-israélienne. Et elle comprenait le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran, la Somalie, le Soudan et la Libye. Et il y a eu des guerres avec tous ces pays, toutes provoquées par Israël. La guerre avec l'Iran n'a pas abouti à un changement de régime à ce jour. L'Iran est une ancienne civilisation, la Perse, c'est un pays de près de 100 millions d'habitants. Ce n'est pas un Liban, une Syrie, un Soudan, une Libye ou une Somalie, dont le Mossad, la CIA, l'OTAN ou Israël, les bombardements américains ou israéliens peuvent décider du sort. C'est une grande puissance qui ne succombe pas au traitement de Bibi. Et donc, il cherche à mener une grande guerre avec l'Iran depuis longtemps. Trump est sa marionnette. Et c'est pourquoi une guerre comme celle-ci est vraiment possible. Trump est financé par le lobby sioniste. Il le dit lui-même. Ce n'est pas moi qui le dis. Il se tourne vers Myriam Adelson. Il se tourne vers d'autres pour dire « Oui, c'est pourquoi je suis au pouvoir. Vous m'avez mis au pouvoir. » Et donc, et c'est un homme pas très intelligent, évidemment. Donc, c'est pourquoi presque tout est possible. Je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est que des pays importants disent à Monsieur Trump, ce n'est pas une bonne idée
peut-être que vous ne savez pas ce que vous faites. Peut-être que vous pensez que c'est le Venezuela et que vous allez exfiltrer un leader ou kidnapper un leader ou tuer un leader. Ce n'est pas le Venezuela. Ce n'est pas votre arrière-cour. Ce n'est pas quelque chose qui va bien se passer. Je suis assez sûr qu'il entend cela de la part des Saoudiens. Je suis assez sûr qu'il entend cela de la Turquie. Je soupçonne qu'il entend cela de la part du président Poutine. Je ne le sais pas avec certitude, mais j'espérerais qu'il le soit, en fait, parce que c'est la vérité. Et étant donné qu'il n'est pas très intelligent, ne sait pas ce qu'il fait, est entouré de des escrocs et des gangsters et des penseurs et stratèges de troisième ordre, quelqu'un doit leur dire « ne faites pas ça ». C'est vraiment marcher sur une mine terrestre. C'est vraiment toucher un fil de déclenchement qui pourrait très mal tourner. Donc je pense que c'est là où nous en sommes en ce moment. Nous sommes proches de la guerre, nous sommes proches d'une situation explosive. Les Iraniens essaient depuis plus d'une douzaine d'années, en fait plus d'une douzaine d'années, c'est vraiment au moins 14 ans de négocier avec les Américains. Et bien sûr, ils ont réussi dans le succès mutuel du P5 plus l'Allemagne, les 6 pays signant un accord avec l'Iran qui aurait mis le programme d'énergie nucléaire sous une surveillance extrêmement stricte. Cela aurait signifié ce que l'Iran a toujours dit, ils ne veulent pas d'un chemin vers des armes nucléaires et cela l'aurait arrêté. C'était le plan d'action global conjoint. Il a été négocié, il a été adopté, il a été voté par le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc tout ce que Trump prétend vouloir, nous l'avions déjà. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté la résolution 2231 il y a 10 ans qui disait, d'accord, pas de chemin vers les armes nucléaires, une supervision très stricte de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cela aurait tout fait. Mais Trump étant Trump à la fois acheté par le lobby sioniste et n'étant pas du tout présidentiel, a déchiré le JCPOA en 2018. Et c'est là où nous en sommes à ce moment. Donc si vous me demandez ce qui va se passer, je peux vous dire ce qui devrait se passer rationnellement. Et c'est que la Turquie, la Russie et l'Arabie Saoudite et d'autres pays devraient expliquer à Monsieur Trump, ne faites pas ça. Mais si cela suffit, reste à voir. Et Netanyahou est sans aucun doute, de toutes les manières possibles et avec tous ses amis et influenceurs et acheteurs à la Maison-Blanche, disant à Trump, appuyez sur la gâchette. Commençons. Ce sera la meilleure chose depuis la guerre en Irak. Oui. Eh bien, vous avez mentionné les conséquences globales qui sont reconnues. Quelles sont ces conséquences que la région et le monde reconnaissent avec la possible guerre avec l'Iran? Parce que, vous savez, beaucoup qui regardent ce programme ont spéculé que, vous savez, les États-Unis se replongent dans une grande guerre au Moyen-Orient qui pourrait avoir des implications mondiales très importantes, bien plus que peut-être les guerres du passé. Même nous parlons peut-être des conséquences de la guerre mondiale. Qu'en pensez-vous? Les guerres sont très imprévisibles et vous ne savez pas qui va prendre quel type de décision. L'Iran est à quelques semaines de pouvoir développer des armes nucléaires, je crois, avec les 400 kilogrammes d'uranium enrichi. Et si ils le veulent, ils pourraient se précipiter pour obtenir des armes nucléaires. Je doute que cela puisse être arrêté de quelque manière que ce soit par des bombardements ou autre chose. Il est assez clair que tout ce que Trump a dit à propos des bombardements de l'été dernier est juste des bêtises. Parce que si, en effet, le programme nucléaire de l'Iran avait été arrêté, pourquoi diable allons-nous avoir une guerre maintenant alors que Trump dit que l'absence d'armes nucléaires est le grand problème? Parce que ce qu'ils ont fait l'été dernier n'a rien accompli. D'accord? Donc, premier point, cela pourrait devenir nucléaire. Je ne crois pas que les Iraniens veuillent ça, vraiment pas. Je ne le pense vraiment pas. Ils ont passé les 14 dernières années à dire « nous ne voulons pas ça ». Mais cela pourrait arriver. Et s'ils étaient attaqués, cela changerait sûrement la discussion en Iran entre les radicaux, les modérés et tous les autres. Donc c'est une issue possible.
La deuxième issue possible du côté conventionnel, c'est clair, et encore une fois, je ne suis évidemment pas une autorité militaire, mais d'après ce que j'ai pu comprendre des événements de juin dernier, l'Iran a démontré qu'il pouvait percer les défenses aériennes israéliennes. Il n'a pas visé de cible très conséquente la dernière fois, mais s'il choisissait de le faire, il pourrait le faire, car il a des missiles hypersoniques, car le soi-disant dôme de fer d'Israël est d'une efficacité limitée. C'est réel, mais c'est d'une efficacité limitée. Israël est un petit pays compact, très vulnérable à ce type d'attaque, et l'idée que tout est prévisible, qu'une frappe suffit et que l'Iran est paralysé et ne peut pas riposter. Cela semble absurde. Et je pense que la leçon de l'été dernier est que c'est absurde. Troisième point, il est évident que l'Iran pourrait probablement fermer le détroit d'Ormuz et créer un énorme goulet d'étranglement sur les marchés pétroliers internationaux. Nous y avons déjà été. C'est là que j'ai commencé mon travail en économie dans les années 1970, car j'ai étudié la macroéconomie des deux chocs pétroliers de 1973 et 1979. Eh bien, cela serait quelque peu perturbant pour Monsieur Trump qui, plus que tout dans ce monde, aime la bourse et sa richesse personnelle. Et cela, je peux vous le dire catégoriquement, mettrait en péril tout cela. Et donc, Monsieur Trump n'aimerait peut-être pas voir la fin de la bulle américaine sur le marché boursier qui pourrait survenir avec un choc majeur pour l'industrie pétrolière mondiale. Un autre point est que l'Iran a des amis. L'Iran n'est pas isolé dans cela et ses amis sont nombreux. Certains sont dotés d'armes nucléaires. C'est exactement le genre de chose qui peut absolument conduire à un cycle d'escalade désastreux. Personne ne peut dire que ce n'est pas possible. Et quand je pense à qui est en charge aux États-Unis, je pense qu'ils sont si mal équipés pour comprendre tout cela que c'est un peu terrifiant. Oui, eh bien, j'allais demander quelques instants, est-ce que l'administration Trump a du tout tiré les leçons de quoi parlons-nous? Il y a 6-7 mois où l'Iran a montré qu'il avait les capacités, qu'il a été frappé assez durement et il avait les capacités de se défendre. Les États-Unis sont-ils du tout capables de prendre cela en compte? Parce que en ce moment, ce que nous voyons, c'est que malgré les discussions, il y a encore un énorme renforcement militaire. Les États-Unis viennent d'organiser des exercices, je crois, en mer Rouge avec Israël. Et l'administration Trump vient de faire passer, je crois, et de faire adopter, bien sûr, par-dessus la tête du Congrès, 6 milliards de dollars d'armes à Israël, y compris apparemment ces défenses aériennes dont le Wall Street Journal dit qu'ils ont tellement besoin. Que pensez-vous de cela? Il est clair que nous avons un gouvernement très chaotique aux États-Unis. Le président a une attention de nanoseconde. Il n'est pas brillant, il est impulsif, il n'est pas capable de comprendre ses problèmes. Nous avons une gestion amateur dans notre soi-disant département de la guerre. Nous avons beaucoup d'instabilité dans la politique américaine en ce moment parce qu'il y a une guerre dans les rues du Minnesota, de l'Oregon et d'autres villes des États-Unis. Rien de tout cela n'est un processus stable et rationnel en ce moment. Et c'est ce qui le rend si imprévisible. Les gens disent que c'est le style de Trump. Je ne pense pas que ce soit un style. Je pense que c'est son ignorance et son impulsivité personnellement. Mais c'est comme ça. Cela rend la situation pleine de dangers et très instable. Et nous devrions nous rappeler, bien sûr, c'est l'un des points centraux, que lorsque l'Iran négociait l'été dernier, lors de ce qui était 5 rounds de négociations, le 6e round devait avoir lieu à Oman le 15 juin 2025 et le 12 juin, Israël a bombardé l'Iran, évidemment avec le plein soutien des États-Unis. Donc, cela signifie que même lorsque vous annoncez des négociations ou que vous faites des déclarations sur les progrès de la diplomatie avec ce gouvernement, cela ne veut rien dire. La marque de fabrique de Trump, c'est que sa parole n'a pas de sens. Je pense que tout le monde s'y est adapté, bien que ce soit très difficile de s'y adapter.
Habituellement, quand vous entendez un leader, que vous aimiez ce qu'il dit ou non, vous pouvez utiliser cette déclaration de manière significative. Mais avec Trump, vous ne pouvez pas. Je ne sais pas ce que les Iraniens comprennent ou ne comprennent pas de cela. C'est difficile à dire. Ce sont des gens très gentils. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises. Ils ont voulu la diplomatie pendant des années. La diplomatie a été accueillie par un coup de poing au visage. Ils veulent toujours la diplomatie. Je ne sais pas vraiment, en ce sens, ce qu'ils perçoivent de tout cela. Ce que je perçois de tout cela, c'est que c'est un moment profondément instable et la parole des États-Unis ne signifie rien dans ce contexte, malheureusement. Mais ce qui pourrait compter, c'est une sorte d'approche multilatérale où des pays qui sont évidemment reconnus par les États-Unis comme étant très importants pour les États-Unis, la Turquie ou l'Arabie Saoudite ou les Émirats s'engagent pour créer essentiellement un cadre qui n'est pas seulement bilatéral et soumis aux caprices de Monsieur Trump. Oui, et cette fois-ci, nous avons vu, je pense que la Jordanie, à l'instant même, a également déclaré qu'elle n'allait pas laisser son territoire être utilisé pour une frappe. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ont fait de même. C'est différent. Bien sûr, la dernière attaque était une attaque surprise. Maintenant que ce n'est plus vraiment une surprise, nous voyons le monde réagir, je pense, d'une manière très différente, surtout la région. Professeur Sachs, je voulais vous poser une question cependant sur, vous savez, étant donné qu'il y a, comme vous l'avez dit, l'influence, le contrôle même, si l'on peut dire, de la politique étrangère américaine, de Israël, le lobby, etc. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière fuite de documents sur l'affaire Epstein qui disait, par le biais d'un rapport du FBI, que Trump est compromis par Israël et que Jared Kushner est le cerveau de toute son opération. Je veux dire, qu'est-ce que cela présage alors? Parce que nous savons tous que même si les États-Unis ont évidemment eu l'Iran dans leur ligne de mire pendant un certain temps, maintenant vous ajoutez cet élément israélien où Israël semble très désespéré de attaquer l'Iran, faire attaquer l'Iran. Qu'est-ce que cela présage? Qu'est-ce que cela dit aussi sur les États-Unis et leur gouvernance en ce moment, étant donné toutes ces crises qui entourent Trump et les États-Unis dans leur ensemble? Bien sûr, les faits des dossiers Epstein montrent que c'était une opération du Mossad, une opération israélienne de haut niveau qui a essentiellement suborné une partie très importante de la classe politique américaine, y compris Trump et y compris d'autres. Et Epstein est partout avec les Ukrainiens, avec les Israéliens, avec les questions de sécurité. Ce n'était pas un pédophile indépendant, c'est une opération du Mossad et ses révélateurs. Bien sûr, personne ne raconte toute l'histoire, mais ce que nous voyons est vraiment assez incroyable, à quel point cela a impliqué non seulement la classe politique américaine, mais aussi à travers l'Europe, à travers la Norvège, la Grande-Bretagne, la Pologne, d'autres endroits. Tout cela est assez saisissant. Nous avons besoin d'un peu de transparence ici. Ce n'est pas bon d'avoir un président des États-Unis et d'autres principaux politiciens subornés par ce genre d'opération d'infiltration. Cela fait probablement partie de l'explication de ce qui s'est passé, qui a tué M. Epstein, qui a éteint le film au dernier moment, qui sait à propos de tout cela, c'est ce que les dernières semaines ont vraiment soulevé et ces derniers jours de plus de dossiers suggèrent que ce n'est pas une politique étrangère menée en surface de la manière dont elle prétend être menée. C'est un réseau qui est assez profondément désagréable et son emprise sur la politique américaine est plutôt étonnante. Et ils ont déjà atteint le niveau du génocide à Gaza et maintenant ils pourraient atteindre le niveau de la guerre avec l'Iran. Et Dieu nous aide, ils ne devraient pas le faire.
Oui, et souvent, professeur Sachs, quand nous regardons ces escalades dangereuses et cet élan maintenant vers une guerre des États-Unis avec l'Iran, nous manquons certains des, vous savez, forêt des arbres et ou les arbres de la forêt. Et je voulais vous interroger sur les implications de la manière dont Trump, en ce moment, et bien sûr tout au long de son administration, a utilisé ce concept de discussion et négociation comme une arme. Quelles sont les implications de cela? Parce que c'est quelque chose que l'administration Trump a presque fait un marqueur de sa politique étrangère, l'art de la négociation étant en réalité presque comme l'art d'une sorte de guerre qui utilise la diplomatie pour atteindre les objectifs des États-Unis. Quel est votre avis sur la façon dont cela impacte le monde en général? Les États-Unis sont en guerre dans de nombreux endroits. Ils sont en guerre avec Cuba en ce moment. Les États-Unis sont en guerre contre le Venezuela. Les États-Unis sont en guerre contre l'Iran. Une partie de cela est des tirs ouverts. Beaucoup de cela est économique, des sanctions, des quarantaines et d'autres moyens. Une des choses que nous avons vues admises à propos de l'Iran par nul autre que le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Besson, à Davos, il y a quelques jours seulement, et que les États-Unis ont été en guerre économique contre l'Iran au cours de l'année passée. Vous savez, si vous lisez le New York Times ou le Washington Post, les médias traditionnels absolument ratés, vous aurez l'impression que la corruption et la mauvaise gestion du régime iranien ont amené les gens dans la rue et ensuite ont conduit à leur mort et ainsi de suite. Si vous écoutez même ce que notre propre secrétaire au Trésor a dit, c'est une toute autre histoire. Il a dit, je le garde à proximité parce que je le trouve tellement extraordinaire. Il dit que le président Trump a ordonné au Trésor et à notre office de contrôle des actifs étrangers de mettre une pression maximale sur l'Iran. Et cela a fonctionné parce qu'en décembre, leur économie s'est effondrée. Nous avons vu une grande banque faire faillite. La Banque centrale a commencé à imprimer de l'argent. Il y a une pénurie de dollars. Ils ne sont pas en mesure d'obtenir des importations. Et c'est pourquoi les gens sont descendus dans la rue. Donc c'est de la diplomatie économique. Aucun tir n'a été tiré et les choses avancent de manière très positive ici, dit M. Bessent. Positif, détruire une économie, amener les gens dans la rue. C'est positif parce que le jeu qui est joué est un changement de régime et donc les choses fonctionnent de manière très positive. Il appelle cela de la diplomatie économique. J'appellerais cela de l'extorsion, du gangstérisme, une guerre par d'autres moyens et cela se passe dans de nombreux endroits dans le monde en ce moment. Donc les États-Unis sont en guerre avec une grande partie du monde. Ils ont peur. Beaucoup de pays ont peur. Les États-Unis peuvent étrangler les devises des autres pays. Les États-Unis ont un moyen de faire baisser les devises d'autres pays grâce à leur régime de sanctions qui dit en gros aux banques du monde entier, vous ne pouvez pas traiter les transactions vers l'Iran ou d'autres pays. Et donc l'Iran ne peut pas être payé pour ses exportations réelles. Donc cela est en cours. Ils sont plutôt euphoriques à ce sujet, si bien que M. Bessent s'est assis sur la scène à Davos et s'est vanté de cette prétendue diplomatie économique. Je trouve ça effrayant et j'aimerais juste que le New York Times fasse même une petite histoire à ce sujet. Ce n'était pas caché, cela ne nécessite pas un journaliste d'investigation. Il suffit juste d'un soupçon d'honnêteté. Eh bien, en 30 secondes, peut-être que le professeur Dice pourrait réagir au fait que cela a causé la mort de milliers de personnes en Iran. Donc, ce que les États-Unis ont fait pour essayer d'étrangler l'Iran, ça a causé la mort de milliers de personnes au fil du temps et maintenant des milliers de personnes en seulement quelques semaines. Votre réaction finale à ce que vous voyez à l'avenir et quelle devrait être l'approche réelle que nous devrions tous adopter face à cette guerre? Deux choses sont nécessaires. Nous avons besoin que les adultes de ce monde, le président Poutine, le président Erdogan, la direction de l'Arabie Saoudite et d'autres pays, disent à Donald Trump, ne fais pas ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous avons besoin que le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est chargé de cela, se lève et assume sa responsabilité, cesse de se cacher, se réunissent et disent aux États-Unis,
qu'en vertu de l'article 2, section 4 de la Charte des Nations Unies, vous ne pouvez pas menacer d'utiliser la force. Non seulement ne pas utiliser la force, mais même ne pas menacer d'utiliser la force. C'est donc ce dont nous avons besoin dans les jours à venir. Nous avons besoin de diplomatie tant au niveau bilatéral que régional par les pays qui comprennent à quel point l'approche des États-Unis et d'Israël est désastreuse. Et nous avons besoin que l'ONU fasse son foutu travail parce que c'est pour cela qu'elle est là, pour dire ce n'est pas acceptable, ce genre de menaces, de fanfaronnades, de bombardements, d'assassinats et de prétendue diplomatie économique. Nous devons mettre fin à cela, car sinon, cela mettra fin à nous. L'unique professeur Jeffrey Sachs. Professeur Sachs, merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'ai hâte à la prochaine fois. Super d'être avec vous. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Les non-dits, on les met en lumière.